Bonjour, vous êtes au Salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Je suis Sandrine Rouleau, secrétaire générale de l'AFPRIC. Donc, nous avons le plaisir de vous proposer depuis lundi des conférences et des ateliers. Cet après-midi, nous allons retrouver Anne-Gabrielle Dumont, qui est diététicienne nutritionniste, qui va nous présenter les recommandations de la Société française de rhumatologie et surtout nous dire comment on peut appliquer ces recommandations au quotidien. Et tout à l'heure, nous retrouverons Isabelle Mante pour une séance de méditation. Alors, avant de commencer, je voudrais vous préciser que le salon bénéficie du haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, du patronage du ministère de la Santé et de la Prévention et qu'il est parrainé par la Société française de rhumatologie. Cette conférence bénéficie du soutien institutionnel du CB, que je remercie chaleureusement. Alors, vous allez pouvoir poser vos questions en direct à Madame Dumont. Pour cela, vous devez utiliser le chat qui se situe en bas de votre écran. Si jamais vous ne le voyez pas, cela signifie que vous êtes en mode plein écran. Il faut quitter le mode plein écran pour pouvoir poser vos questions. Alors, bonjour, donc je crois que nous sommes en visio avec, Anne-Gabrielle Dumont. Bonjour, Madame Dumont. Bonjour, enchantée. Je suis ravie d'être là pour cette intervention aujourd'hui. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois sur le salon de la polyarthrite. J'allais dire sur le salon national parce que je crois que vous travaillez avec Nadine Nadal, notre déléguée de l'Hérault, et que vous avez l'occasion de faire un certain nombre de choses, d'interventions avec elle. Tout à fait. Effectivement, je suis basée à Montpellier, donc assez loin de Paris, mais on travaille beaucoup ici il se passe beaucoup de choses autour de la polyarthrite à Montpellier. Effectivement, c'est très, très dynamique dans l'Hérault. Alors, je vais vous laisser nous présenter les recommandations de la Société française de rhumatologie et puis comment les appliquer. Et après, on terminera par une séance de questions-réponses. Ça vous Ok, va? très bien. Donc, je vais faire une présentation assez succincte pour pouvoir laisser quand même pas mal de place à l'échange, aux questions-réponses et pouvoir développer les points qui intéressent particulièrement les personnes qui suivent la conférence. Ok. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir afficher hop, ma présentation. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voyez à l'écran? On voit votre présentation. Impeccable. Voilà, c'est parfait. OK, donc il s'agit bien là de vous présenter le travail de synthèse qui a été fait par la Société française de rhumatologie à partir de nos nombreuses études et méta-analyses sur les différents types d'alimentation, de, de régimes et les effets sur les maladies et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Euh, donc, ce sont vraiment des éléments qui ont été étudiés, observés et qui nous permettent aujourd'hui, qui ont permis à la Société française de rhumatologie de pouvoir clarifier ce qui est reconnu et ce qui ne l'est pas, ce qui nous semble très intéressant pour pouvoir aider les patients à se repérer dans ce domaine de l'alimentation sur lequel, on le sait, tout le monde a un peu son mot à dire, ou tout le monde donne des conseils sans pourtant être parfois vraiment légitime ou sans savoir sur quoi s'appuient ces conseils. Donc là, on a vraiment un socle solide des informations que je partage avec vous cet après-midi. Euh, le premier constat de la Société française de rhumatologie, ça a été de voir que beaucoup de patients se posent de nombreuses questions, posent de nombreuses questions à leur rhumatologue pour savoir comment agir sur leur alimentation et si agir sur leur alimentation pouvait avoir un impact sur leur maladie et sur leurs symptômes.
Pendant longtemps, ben, voilà, les rhumatologues n'avaient pas forcément de réponse, puisque c'est pas forcément leur objet de recherche au quotidien, le rôle de l'alimentation, les effets de l'alimentation. Donc, ça a permis, là, ce travail de synthèse des différentes études, de pouvoir donner aussi des éléments aux rhumatologues pour pouvoir répondre mieux aux patients. Et c'est aujourd'hui ces éléments-là qu'on présente, que je vous présente, pour pouvoir, voilà, que vous puissiez vous aussi peut-être connaître ces éléments et pouvoir en discuter avec votre rhumatologue si besoin. Euh, et puis le deuxième aspect, le deuxième constat, c'est qu'effectivement, ben, prendre le fait qu'on mange 3 fois par jour ou peut-être un peu plus ou un peu moins, mais que tous les jours on soit confronté à cet acte alimentaire pour vivre, euh, euh, fait que l'alimentation est de fait un moyen efficace de devenir acteur, de se prendre en main dans la prise en charge de sa santé et donc donne vraiment une, une sensation très positive. On sait que voilà, se sentir acteur dans la démarche de santé, ça participe énormément à l'amélioration de la vie et du quotidien avec la maladie, plutôt que de subir et de se sentir passif et impuissant face à la maladie. Donc oui, l'élément important, le premier élément important par rapport à l'alimentation, c'est reconnaître, c'est affirmer que avoir une démarche de santé alimentaire va avoir un impact positif sur la vie avec la maladie, le quotidien avec la maladie. Euh, Pour autant, je pense qu'il est très important de distinguer l'alimentation, les aliments et le traitement, et particulièrement le traitement médicamenteux. On a tous en tête probablement cette célèbre phrase que l'alimentation soit ta première médecine, qui est une phrase d'Hippocrate qui remonte à une époque bien antérieure à la nôtre, dans un contexte très différent, où probablement il n'y avait pas du tout, enfin, très certainement, il n'y avait pas du tout les médicaments que nous avons aujourd'hui. Donc cette phrase n'avait pas du tout le même sens qu'elle peut l'avoir aujourd'hui, et parfois elle est probablement mal interprétée ou mise en avant euh, pour amoindrir, voire dénigrer un peu le rôle des médicaments. Il me semblait très important ici de rappeler que l'alimentation ne peut pas remplacer un traitement médicamenteux et qu'on ne peut pas considérer les aliments comme des médicaments. Et en premier, parce que finalement, c'est diminuer l'aura de l'alimentation. L'alimentation au quotidien, c'est bien plus que c'est un apport nutritionnel, un apport nécessaire d'un point de vue physiologique, mais c'est aussi de l'émotion, c'est aussi du partage, c'est aussi la vie ensemble, c'est de la joie, c'est de la personnalité, de la culture. Donc, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus riche que les médicaments. Et voir l'alimentation comme des médicaments, ça peut aboutir à avoir une relation un peu mécanique, un peu triste et frustrante à l'alimentation et donc faire perdre un peu tout ce pouvoir de joie et de vitalité à l'alimentation du quotidien. Par ailleurs, donc ça c'est vraiment se dire bah, non, les aliments sont plus que des médicaments dans ce qu'ils peuvent m'apporter comme émotion et comme plaisir. Et puis d'autre part, ils sont moins que les médicaments dans la spécificité qu'ils vont avoir sur les la physiopathologie de la maladie. Et ils ne peuvent pas, très clairement, remplacer les médicaments au jour d'aujourd'hui. Il faut vraiment voir les médicaments et l'alimentation comme deux choses complémentaires et qui sont tout aussi fantastiques parce que les deux vous permettent aujourd'hui d'aller vers un mieux-être et un meilleur équilibre de vie, une diminution des symptômes, une amélioration euh, de la manière dont vous vous sentez pour que la maladie prenne le moins de place possible.
Alors, est-ce qu'il y a un régime RIC? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce qu'il y a des éléments des aliments que je dois éviter? Est-ce que je dois faire un régime particulier? On entend beaucoup de choses. Et pour autant, la réponse va être peut-être presque un peu décevante. Et pourtant, je vais tout de suite revenir pour vous motiver. Mais il n'y a pas de régime RIC. Et c'est important là aussi de le dire. Parce que si vous l'entendez, vous pouvez aussi challenger, questionner les gens qui affirmeraient l'inverse pour savoir sur quoi repose leur affirmation. Parce que en faisant ce travail de compilation de toutes les études qui existent et les méta-analyses, donc qui regroupent tout un ensemble d'études sur un même thème, la Société française de rhumatologie conclut que le régime qu'on va proposer, c'est, je dirais, presque la base pour tout le monde, qui est le régime méditerranéen, donc la base de l'alimentation équilibrée. Donc, il n'y a pas de régime spécifique, mais il y a quand même ce régime méditerranéen, ce régime santé équilibré, et il y a probablement dans l'alimentation de chacun toujours des choses à ajuster, à modifier pour se rapprocher un peu plus de cet équilibre alimentaire-là, qui est donc bénéfique pour toute la population, mais qui va l'être encore plus pour les personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire qui ont besoin de vraiment apporter euh, l'ensemble des nutriments à leur corps pour permettre de lutter contre les effets de la maladie, apporter l'énergie pour permettre de lutter contre la fatigue, apporter le plaisir pour pouvoir lutter contre les effets un peu de déprime, apporter le partage pour lutter un peu contre les effets d'isolement liés à la maladie. Donc, si on résume cette alimentation de type méditerranéen, c'est une alimentation très riche en végétaux. Végétaux, c'est toutes les céréales, donc la catégorie des féculents, les céréales, les légumineuses, euh, les légumes racines. Il y a un choix il y a un très grand choix dans cette catégorie et peut-être que là, vous pouvez observer pour vous si vous variez, si vous pourriez varier un peu plus dans cette catégorie des féculents. Moi, ce que je vois beaucoup en consultation, c'est qu'on a des habitudes, on mange beaucoup de blé, de pain, de pâtes, de riz et de pommes de terre, mais on tourne un peu autour de ces trois principaux éléments. Or, si vous allez vous balader dans les magasins avec curiosité dans les rayons des céréales, vous verrez qu'aujourd'hui, on a un beaucoup plus large choix en ajoutant le quinoa, le millet, la patate douce, la polenta, donc le maïs. Donc voilà, vous avez l'épeautre, le sarrasin. Il y a plein de choses qui nous permettent de vraiment varier les céréales, les féculents dans nos assiettes. Toujours dans le végétal, il y a bien sûr toute la catégorie fruits et légumes. Donc, on a tous en tête, là aussi, la recommandation 5 fruits et légumes par jour. Un petit point ici, parce que c'est aussi des choses que je vois souvent en consultation, 5 fruits et légumes, en fait, on va un peu plus loin et c'est surtout 3 légumes et 2 fruits. Attention à la surconsommation de fruits et à la petite consommation de légumes. Essayez là aussi de varier les légumes, de manger des légumes de saison si c'est possible, de choisir des légumes de qualité, toujours ce qui vous fait plaisir, mais avec l'envie de diversifier, d'aller peut-être vers des choses que vous n'avez pas mangées depuis longtemps ou peut-être que même vous n'avez jamais osé goûter en cherchant des recettes pour vous inspirer. Il y a de plus en plus de choses qui nous aident à cuisiner sur Internet, par exemple. Donc, la catégorie des légumes. La catégorie des légumineuses, donc ça, c'est toutes les haricots secs, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les fèves, qui vont être très riches en fibres, qui n'ont aucune matière grasse à la base, donc qui sont vraiment des riches en vitamines et minéraux, donc des protéines végétales très intéressantes. Vous avez aussi la catégorie des graines, donc graines oléagineuses, donc pour le coup qui contiennent des bonnes matières grasses, ce sont les amandes, les noix, les noisettes et autres graines. Et là aussi, je vous invite à aller dans les rayons de magasins où vous faites vos courses pour voir la diversité qu'il y a dans ces produits-là et pouvoir varier et choisir euh, des, euh, des éléments différents, des aliments différents au fur et à mesure de vos repas. Euh,
Ensuite, après cet apport, donc dans votre assiette, vous pouvez imaginer des légumes, des graines, des herbes aromatiques, des épices, des céréales, des féculents, voilà, tous les féculents, et ça fait déjà une bonne composition du repas. Alors là, dans la pyramide que je vous présente dans ma présentation, qui est la pyramide utilisée par la Société française de rhumatologie, vous avez en haut, en rouge, quelques fois par semaine, œufs, viande rouge, volaille, poisson. Donc, c'est les protéines. La recommandation, c'est de manger des protéines quand même, de s'assurer qu'on a un bon apport en protéines, mais pensez dans l'étage en vert aux légumineuses qui sont des protéines végétales et pas toujours aux protéines animales. Protéines animales, vous n'êtes pas obligé d'en manger à tous les repas, ça c'est sûr. Peut-être pas forcément des grosses portions tous les jours non plus, mais voilà, veillez quand même, si vous n'êtes pas strictement végétarien, à en manger régulièrement parce que les protéines vont être importantes. D'autant plus, plus on avance dans l'âge, moins on assimile bien les protéines et on a besoin d'avoir ces protéines qui vont nous aider avec l'activité physique à maintenir une bonne masse maigre et donc à gérer l'énergie et l'équilibre pour pouvoir continuer à faire les activités de notre quotidien. Vous avez en bleu au-dessus des fruits, légumes, légumineuses, la catégorie des huiles. Très important dans ce régime méditerranéen, c'est l'apport en bonne matière grasse. Ce qu'on va appeler bonne matière grasse, on va retenir principalement, sans utiliser trop de termes techniques, on a tous entendu oméga 3, mais on va retenir surtout les matières grasses végétales varier. Et alors, vous aurez compris que le maître mot, c'est quand même varier, avoir de la diversité dans ses placards et dans ses assiettes. Varier les huiles. Là aussi, de l'expérience que j'ai dans les consultations, tout le monde utilise principalement l'huile d'olive et une huile de cuisson, soit l'huile d'olive, soit une autre. Et en fait, ben, là aussi, on a beaucoup plus de variétés que ça. Et par exemple, l'huile de colza, on en a un peu plus entendu parler, on l'a probablement découvert pour certains avec la pénurie d'huile de tournesol. Mais l'huile de colza est une huile très intéressante d'un point de vue nutritionnel parce qu'elle amène effectivement ces acides gras polyinsaturés. J'avais dit pas de termes techniques, mais ce sont les fameux oméga 3. Les oméga 3 qui ont un rôle anti-inflammatoire et qui sont, voilà, dont on voudrait consommer un peu plus parce qu'on sait qu'on n'en apporte pas beaucoup. Il y a peu d'aliments riches en oméga 3 et qu'ils ont un vrai rôle si on augmente les doses en oméga 3 sur l'inflammation. Pour diminuer bien sûr l'inflammation. Donc, je vous fais une petite liste ici de ces produits riches en oméga 3. Vous avez tous les poissons gras. Donc, n'hésitez pas à manger du poisson gras 2 fois par semaine. Donc, ça va être, on recommande surtout les petits poissons qui vont être moins porteurs de métaux lourds que les gros poissons. Donc, maquereaux, sardines, harengs, anchois. Et là, n'hésitez pas à prendre du poisson en boîte. Bien sûr, si vous avez la possibilité d'acheter du poisson frais, mais faites-le. Mais il vaut mieux manger du poisson gras que de ne pas en manger. Donc, voilà, les poissons gras en boîte sont très intéressants d'un point de vue nutritionnel. Pratique à avoir tout le temps sous la main, pas forcément trop cher. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une bonne ressource. Ensuite, l'huile de colza qui ne s'utilise pas pour la cuisson, qui s'utilise à froid en assaisonnement. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de faire dans une bouteille un mélange huile d'olive, huile de colza pour avoir votre mélange tout le temps prêt et l'utiliser pour faire vos assaisonnements ou bien faire votre mélange directement dans vos salades ou dans votre vinaigrette. Mais pensez à utiliser l'huile de colza tous les jours, une cuillère, voilà, une cuillère par repas, c'est un super apport en oméga 3. Ensuite, dans les graines, ce sont les noix. Donc, les noix de chez nous, pas les noix de pécan, pas les noix de cajou, les noix de Grenoble, qui vont être riches en oméga 3. Ça va être bientôt la saison, donc n'hésitez pas. Trouvez des noix qui sont toujours dans leur coquille, qui seront beaucoup plus fraîches que les noix qu'on va déjà acheter en cernos ou sachets plastiques, qui ont souvent un peu ranci, donc qui sont moins agréables, qui provoquent plus peut-être de réactions dans la bouche pour les personnes qui y sont sensibles, qui sont moins bonnes au goût et d'un point de vue nutritionnel. Donc, profitez là de l'automne
pour trouver des noix et casser 4 ou 5 noix pour mettre dans votre salade ou pour faire votre goûter. Voilà. Après, dans les aliments un peu plus spécifiques, pas forcément très simples à utiliser, mais je les cite ici et puis vous pourrez, si vous avez des questions ensuite, on pourra en discuter. Mais il y a le lin, les graines de lin qui sont aussi très riches en oméga 3, les graines de chia qui sont les deux des graines mucilagineuses et qui sont aussi intéressantes pour cet apport en oméga 3. Ensuite, on a les produits laitiers. Alors là, je viendrai dans je passe rapidement, mais les produits laitiers, on entend énormément de choses. Il y a beaucoup de détracteurs des produits laitiers en ce moment. C'est une tendance, on le note de cette manière-là, objectivement. La tendance est au dénigrement des produits laitiers. Euh, euh, il est recommandé, voilà, dans le régime méditerranéen, il y a un apport en produits laitiers au quotidien. On ne voit pas d'effet délétère de la consommation raisonnée de produits laitiers. Donc, voilà, moi ici, je reporte cette information. Vous pouvez manger une portion de fromage par jour, vous pouvez manger un yaourt, vous pouvez boire un peu de lait et vous pouvez varier là aussi lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis. Et je répondrai avec plaisir à vos questions si vous avez plus de questions sur la différence entre ces types de lait. Mais je glisse aussi que le calcium et tous les produits, le soja et tous les produits à base de soja, quand les personnes qui diminuent la consommation de produits laitiers, souvent remplacent par le soja. Méfiez-vous, d'un point de vue nutritionnel, ce n'est pas du tout équivalent, principalement pas du tout le même apport en calcium. Il n'y a pas vraiment de calcium dans les produits au soja. Et puis, les produits au soja sont apparus quand même très récemment sur le marché. On n'a pas d'exemple on n'a pas beaucoup de recul sur les conséquences d'une consommation élevée de produits au soja aujourd'hui. Donc, moi, j'invite aussi au principe de précaution par rapport à la surconsommation de produits au soja. Bien sûr, voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, le produit laitier, en dehors des protéines que ça peut apporter, c'est le calcium, c'est le premier pourvoyeur du calcium, un élément très important dans le corps, même si les produits laitiers ne sont pas les seuls à apporter du calcium, ils sont de loin les premiers pourvoyeurs au calcium alimentaire. Sur les protéines, donc l'étage en rouge, je vous en ai déjà parlé, et tout en haut, la petite cerise sur la pyramide, tous les aliments plaisir, les aliments sucrés et voilà, les gourmandises qui font partie de l'équilibre alimentaire, mais à des fréquences et des quantités raisonnables. Là aussi, toute une histoire de dosage. Je continue. Alors, juste à côté en gris, voilà, il y a quand même un petit focus sur rappeler que l'activité physique est importante et fondamentale hein, dans la gestion de l'hygiène de vie, l'amélioration de la qualité de vie donc, tous les jours. Et puis, un petit point sur le vin rouge à consommer avec modération, vin rouge ou raisin. Et si vous avez des questions, on en parlera. Mais la petite chose que j'ajouterais sur le vin, c'est que comme pour le reste, finalement, on sait que la qualité des produits a de l'importance. Donc là aussi, sur le vin, on peut choisir des produits qui vont avoir moins issus de vignes qui n'ont pas de traitement, du vin biologique, peut-être du vin sans sulfite. Voilà, aujourd'hui, on a plus de choix dans la qualité du vin et aller vers la qualité semble assez important. Alors, un point spécifique, c'est vraiment dans le résumé hein, de la Société française de rhumatologie, parce que c'est des questions qui reviennent très, très fréquemment de la part des patients. La tentation de régime spécifique et particulièrement de régime d'éviction. Ce que je voulais rappeler ici, c'est vraiment la situation, voilà, faire un pas de côté et pour regarder un peu objectivement la situation dans laquelle on est quand on est un patient qui souffre. Qu'on aimerait avoir des solutions plus efficaces, qu'on aimerait avoir des solutions efficaces au quotidien qui nous permettent d'avoir plus d'énergie, moins de douleur, moins de gêne physique, et puis des solutions qui nous permettent même plus efficaces à moyen terme et long terme, en disant, bon, ben voilà, je sais comment je dois faire pour ne plus avoir de crise, par exemple. Donc,
on est fragilisé psychologiquement. Des fois, on est un peu dans le déni, mais quand même, c'est un point très, très commun à l'ensemble des patients et on est plus réceptif à des informations que l'on nous donnerait en nous disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Ma tante a fait ci, ma sœur a fait ça a marché. Donc, on a envie d'y croire parce qu'on a besoin d'avoir des éléments qui nous permettent eh ben de savoir ce qu'on peut faire et de se dire, ben, je sais ce que je suis en train de faire, je sais que c'est bon pour moi. Et tout ça, ben, ça fait du bien. Malheureusement, les régimes d'éviction, donc là, je fais allusion au sans gluten qu'on entend beaucoup, au sans produits laitiers, au sans sucre. Euh, non pas dans toutes les études, donc c'est toutes les études. Donc ça veut dire quand même que toutes les études ne sont pas, même si on peut se dire bah, il y a des études qui sont truquées, là, ce travail de compilation prend le travail de multiples équipes de chercheurs, donc on aurait du mal à dénigrer quand même le sens global de cette compilation. Et donc, ces régimes n'apportent pas de bénéfices sur les rhumatismes inflammatoires chroniques sur la majorité des patients. Donc, c'est important de se dire, ben, je veux être acteur, actrice dans mon alimentation, mais je questionne, je challenge et je demande pourquoi à celui qui me conseille d'arrêter les produits laitiers parce que c'est vraiment, ça peut venir autant de la coiffeuse que de la belle-sœur, que de personnes qui n'ont aucun rapport avec l'alimentation. Donc, voilà, demandez-vous voilà, questionnez-vous sur pourquoi vous écouteriez telle ou telle personne, d'où vient l'information et mettez-le en comparaison peut-être avec ce que vous avez ici aujourd'hui comme information de la Société française de rhumatologie. Et en plus, ce type de régime peut avoir des incidences négatives. Donc, par exemple, sur l'éviction du gluten et de tous les produits à base de gluten, comme on se rend compte que y en a dans beaucoup d'aliments, il se peut pour certaines personnes qu'éviter le gluten, ça ait comme effet de priver d'aliments qu'on aime, d'empêcher de pouvoir manger à l'extérieur, de pouvoir répondre à des invitations, donc de s'éloigner aussi des autres pour avoir une alimentation très spécifique. Ça peut aussi jouer sur l'apport énergétique, donc fatigué, parce que du coup, comme on ne sait pas trop quoi manger d'autre, on n'a pas beaucoup on ne sait pas trop comment remplacer, ben on finit par manger moins et avoir un petit peu peur de tout ce qu'on mange. Et du coup, on apporte moins d'énergie et on se fragilise. Sur les produits laitiers, on a vu, ça veut dire couper l'apport en calcium. Et si on ne fait pas des choses très précises pour le remplacer par d'autres aliments, et ben, ça peut aussi avoir des effets très importants. Ostéoporose, c'est une réalité, surtout chez les femmes. Et on sait que les rhumatismes inflammatoires chroniques avec l'inflammation peuvent favoriser un peu aussi l'ostéoporose. Donc, il faut faire vraiment attention aux effets des changements alimentaires que l'on souhaiterait faire après les avoir questionnés par rapport à la source et pour quelles raisons on nous les propose. Voilà. Ensuite, un autre point sur les supplémentations, un point important, est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires? Est-ce qu'il y a des vitamines très importantes? Là, c'est pareil. Globalement, il n'y a pas de retour, de corrélation particulièrement positive entre la prise de vitamines et minéraux en complément et les symptômes de la polyarthrite. Il faut aussi faire attention parce que ça peut on peut surdoser les vitamines. Donc, faites très attention à l'automédication et voilà, même sur des compléments alimentaires, c'est pas anodin. Donc, voilà, demandez, échanger à ce sujet-là, mais vous gardez en tête que c'est pas forcément une piste très intéressante. Si vous mangez varié, comme on a vu dans la pyramide un peu plus tôt, vous apportez l'ensemble des vitamines et minéraux dont le corps a besoin. Les probiotiques, pareil, c'est une grande mode. Alors oui, on comprend de plus en plus l'importance de l'intérêt d'avoir un microbiote en forme et sain pour la santé, pour lutter contre les maladies, pour l'immunité.
Mais aujourd'hui, si vous allez en pharmacie, on vous vend des microbiotes, des probiotiques pour votre microbiote. On ne sait pas trop, on ne sait pas quels sont les déficits dans votre microbiote. On n'a pas encore, comme si on faisait une prise de sang, savoir ce qui ne va pas avec l'analyse du microbiote. Ça n'existe pas pour le moment. Donc, on ajoute un peu à tâtons des probiotiques et les études ne montrent pas d'effets très intéressants. Et là aussi, vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait, ça vaut peut-être pas le coup de dépenser beaucoup d'argent pour faire des cures et puis peut-être un effet. Voilà, les probiotiques, ça pourrait être si vous êtes vraiment sur des périodes avec des symptômes digestifs très forts, faire des cures, mais on sait qu'il n'y aura pas d'effet dans la durée. Ça va être vraiment des effets euh, ponctuels. Sur les épices, il y a pas mal d'études, mais on ne sait pas encore vraiment, voilà, on n'a pas vraiment de résultats. Il y a des choses qui semblent intéressantes, mais pas non plus de quoi se mettre à, à en manger de manière avec des attentes spécifiques. Par contre, a priori, en mangeant régulièrement, en variant les épices, ça serait plutôt un facteur d'augmentation de plaisir dans l'alimentation. Euh, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de risque de surdosage dans une utilisation classique des épices. Donc, faites-vous plaisir, ajoutez cannelle, gingembre, ail, sésame, grenade, safran, curcuma. Voilà, toutes ces épices sont intéressantes. Et ensuite, là, alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Ben, j'ai un peu développé au fur et à mesure avec la pyramide alimentaire, mais moi, je pense que c'est intéressant pour vous d'essayer de faire une petite auto-analyse. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent que je pourrais améliorer donc par rapport à la pyramide qu'on a vue? Est-ce que je mange des féculents à tous les repas? Est-ce que je mange des légumes 2 fois par jour? Est-ce que je mange pas trop de fruits? Est-ce que je mange varié? Est-ce que je mange des légumes de couleurs différentes? Est-ce que je mange des céréales de différents types par rapport à l'ensemble de céréales que j'ai citées. Est-ce que je mange assez d'oméga 3? Puis des questions un peu sur le comportement alimentaire qui va avoir un impact aussi. Est-ce que je mange à ma faim, c'est-à-dire ni trop ni trop peu? Et je glisse ici, je n'ai pas fait de slide spécifique, mais la perte de poids va avoir un effet bénéfique pour les personnes qui sont en surpoids, sans rentrer dans une logique de régime, de frustration, dont on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout une bonne chose pour se prendre en main, mais en tout cas dans une logique de rééquilibrage accompagné par un professionnel qui vous aide à prendre confiance en vous pour mieux manger et retrouver un poids plus adapté. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est manger à sa faim, c'est manger ni trop ni trop peu, mais c'est pas toujours facile. Des fois, on a perdu un peu les sensations de faim et de satiété. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver, travailler, améliorer. On peut bien sûr, il y a les axes des produits bruts, du cuisiner maison, de diminuer les produits industriels qui vont être souvent très riches en oméga 6, donc plutôt pro-inflammatoires. Une question de base, mais très importante aussi, qui joue sur la fatigue. Est-ce que je m'hydrate correctement? Est-ce que je bois assez d'eau dans la journée? Et puis voilà, est-ce que je prends assez de temps pour manger? Est-ce que je mastique? Est-ce que je mange avec plaisir? Donc, ça paraît un peu des choses de bon sens, mais il y a plein de choses à faire avant d'aller chercher une alimentation spécifique et des aliments coûteux ou des compléments alimentaires coûteux. Et je crois que j'ai terminé. Voilà, non, un petit point juste pour dire, l'alimentation, elle doit correspondre à vos... c'est pour l'amélioration des symptômes du rhumatisme inflammatoire chronique, la fatigue, les douleurs articulaires, etc. Mais bien sûr, on a des fois plusieurs pathologies. Donc, l'alimentation, elle doit tenir compte si vous êtes diabétique aussi, si vous avez un profil lipidique, du cholestérol, des triglycérides. Il faut qu'on puisse travailler sur l'ensemble des facteurs. Donc là aussi, ça peut être nécessaire peut-être de se faire accompagner pour y voir un peu plus clair. Est-ce qu'il y a des choses qui semblent contraires dans mes différentes pathologies? Est-ce que je devrais manger de ci, puis pas de ça? Et puis, l'alimentation, c'est une sphère de vie, mais bien sûr, ça ne marche, cette qualité de l'alimentation, qu'avec une activité physique, un bon sommeil. Voilà, tout marche ensemble, en fait. Ne vous focalisez pas sur l'alimentation au détriment du reste. Une dernière chose, si malgré tout ce que j'ai raconté là,
vous avez envie, parce qu'il faut vous écouter, voir ce que si vous ne digérez pas la tomate, c'est quelque chose qui peut revenir, et ben vous ne digérez pas la tomate. On peut vous dire qu'il n'y a pas d'impact entre la tomate et les rhumatismes inflammatoires chroniques, mais si chez vous, il y en a, il faut aussi vous faire confiance si vous sentez que ça a de l'effet. Par contre, des fois, on s'auto-persuade donc c'est intéressant quand même de pouvoir échanger avec un professionnel pour pouvoir questionner les effets des choix que j'ai envie de faire. Si j'ai quand même envie de tester un régime d'éviction, peut-être ne pas le faire tout seul serait la meilleure solution pour expérimenter ce genre de choses. Voilà, je pense que j'arrive à la fin. Eh ben, Pour moi, le mot merci. de la fin, voilà, c'est cultiver la vitalité et faites-vous plaisir en mangeant pour prendre soin de vous. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Dumont, pour cet exposé, ces informations très pratiques et très concrètes. Votre exposé a bien sûr suscité des questions auprès des internautes, donc je vous propose de répondre à quelques-unes de ces questions. Y a-t-il des aliments anti-inflammatoires? Ok. Alors, vraiment, il y a les aliments qu'on va pouvoir dire anti-inflammatoires, ça va être donc les oméga 3. Ils ont un rôle vraiment dans la diminution de l'inflammation, le rapport oméga 3, oméga 6. Donc, concrètement, ce qu'on va retenir, c'est manger régulièrement des aliments qui apportent oméga 3. Comme on l'a vu, il n'y en a pas 50. On va focaliser sur les poissons gras, petits poissons en priorité. 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. Je ne vais pas me mettre à en manger matin, midi et soir parce que sinon, ça serait un déséquilibre. Tous les déséquilibres sont mauvais, d'accord? On va rajouter de l'huile de colza dans son placard et en utiliser là pour le coup au quotidien. Pas une grande quantité, mais j'assaisonne avec de l'huile de colza au moins 1 fois par jour. Une cuillère d'huile de colza, ça peut être 2 cuillères d'huile de colza, une le midi, une le soir, dans mes assaisonnements. Euh, un autre aspect qui serait le côté éviter le pro-inflammatoire. Le pro-inflammatoire, ça sera trop de viande, trop de sucre. Ça ne veut pas dire j'arrête la viande, ça ne veut pas dire j'arrête le sucre, ça veut dire je fais attention aux quantités. Ça sera trop de sel et puis trop de produits industriels. Parce que dans les produits industriels, il y a beaucoup d'oméga 6, toutes ces huiles, des huiles les matières grasses hydrogénées, des choses comme ça, qui vont perturber l'équilibre oméga 3, oméga 6 et favoriser l'inflammation. Voilà, j'espère avec ces points clés répondre à la question. Merci. Alors, question suivante. Bonjour, souffrant de polyarthrite rhumatoïde, je remarque que certains aliments aggravent les symptômes de ma maladie. Est-ce réel? Le rhumatologue que je vois m'a fait une réponse assez vague. Oui, alors je crois que j'ai essayé de dire ça un peu parce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Moi, je pense qu'il faut quand même se faire confiance. Si j'ai donné l'exemple de la tomate parce que c'est vrai qu'il y a différents patients, enfin il y a souvent, c'est quelque chose qui revient, alors qui n'est pas du tout majoritaire. Quand quelqu'un vient et me dit est-ce que la tomate est mauvaise pour moi, je dis non, pas du tout. Mais il se trouve qu'il y a des patients qui constatent des réactions avec la tomate. Eh bien, faites-vous confiance. Par contre, si vous voyez qu'il y a trop d'aliments, que du coup les conséquences, c'est que vous allez ne plus savoir quoi manger, que ça vous pose problème en permanence, que peut-être ce sont des aliments importants par rapport à la présentation que j'ai faite aujourd'hui et que vous savez que du coup en les supprimant, il y a quand même, vous privez quand même de choses importantes, eh bien, parlez-en à un professionnel de l'alimentation pour qu'il puisse vous aider peut-être à voir à faire des tests et à voir par quoi vous pouvez remplacer. Et parce qu'il y a des aliments, par exemple, on peut faire un vrai test d'intolérance au lactose. Donc, par exemple, ça pourrait valoir le coup. Si on se dit, on pense être intolérant, mais on aimerait bien ne pas l'être, qu'on le subit, on peut faire un test pour avoir la réponse. Et peut-être que ça peut éclairer, rassurer. C'est vrai que des fois, l'anxiété par rapport à l'alimentation fait plus de symptômes que l'aliment en lui-même. Merci. Que pensez-vous du jeûne et du jeûne intermittent?
Alors, le jeûne, je ne l'ai pas cité, mais il est aussi dans le résumé de la Société française de rhumatologie par rapport à l'ensemble des études observées. Le jeûne, c'est un des aspects sur lesquels il y a besoin encore de faire des études, des études qui ont été commandées pour pouvoir avoir un peu plus avoir un avis un peu plus clair. Il n'y a pas c'est pas tranché. Mais donc à ce stade, surtout ce qu'il faut dire, c'est on ne fait pas un jeûne tout seul. C'est quelque chose de très conséquent, de très difficile à faire. On ne fait pas un jeûne dans un organisme. Enfin voilà, on se renseigne vraiment pour pas faire tout seul et pour pas faire avec n'importe qui. On ne fait pas un jeûne quand on a des problèmes et on ne fait aucun jeûne, ni jeûne tout court, ni jeûne intermittent quand on a le moindre euh, trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire si je sens que ma relation à l'alimentation n'est pas très posée, je suis un peu, voilà, je mange pas avec apaisement, et ça depuis, c'est des choses qui sont souvent présentes depuis longtemps. Surtout pas de jeûne, c'est vraiment un amplificateur du trouble du comportement alimentaire. On ne fait pas de jeûne quand on a un poids limite parce que effectivement on perd du poids pendant le jeûne. On ne fait pas de jeûne pour perdre du poids en général parce qu'on perd du poids ponctuellement mais on en reprend. Donc c'est pas du tout une indication de perte de poids. Donc la question c'est plutôt qu'est-ce que j'attends avec le jeûne? Si c'est une détox, moi je ne suis pas forcément convaincue des effets. Enfin c'est pas forcément ça qu'on en attend. Je pense qu'il vaut mieux avoir une alimentation équilibrée au long cours que de manger n'importe quand et de faire des cures de jeûne de temps en temps. Et le jeûne intermittent, je dirais, par rapport à ma pratique, euh, qu'il peut être donc, ça serait questionner qu'est-ce qu'on en attend, bien sûr. Si c'est pour perdre du poids, c'est pas forcément, ça peut y contribuer pour quelques kilos. Ça va pas faire perdre des tas de kilos. Le but n'est pas de changer l'apport calorique. Euh, et il faut voir comment on le vit, en fait. Il y a des gens pour qui, dans le rythme par rapport à leur vie professionnelle, leur vie familiale, etc., ça va pas être fluide du tout de faire un jeûne intermittent, donc de ne pas manger le matin jusqu'au midi. Et d'autres personnes qui vont s'y habituer assez rapidement et se sentir très bien avec ça. Donc, pour un jeûne intermittent, ce que je dis, c'est pourquoi pas l'expérimenter sur ce type d'expérience. J'invite très fortement à se faire accompagner par un professionnel pour pouvoir observer que ça ne change pas, qu'on apporte toujours les bons nutriments, qu'on mange toujours, voilà, qu'on mange pas beaucoup plus parce qu'on a hyper faim, qu'on mange pas beaucoup plus vite, beaucoup plus en stress, qu'on mange pas beaucoup moins non plus. Donc de regarder un équilibre dans cette manière un peu différente de manger. Mais là, comme c'est des changements importants, c'est intéressant d'avoir un regard extérieur quand on se passe sur ce chemin-là. Dernière question, consommer les aliments crus ou cuits, cela fait-il une différence? Oui, et dans les aliments crus, il va y avoir plus de vitamines ou des vitamines différentes. Mais en général, quand même, il y a plus de vitamines puisque certaines vitamines sont détruites à la cuisson. Mais par exemple, la tomate cuite va apporter des vitamines différentes et très intéressantes. Donc, les deux sont importants. Les produits crus vont avoir des fibres plus difficiles, la cuisson désintègre un peu les fibres et rend plus digeste. Donc, quand on a des troubles digestifs, on va limiter le cru et se rabattre plutôt sur le cuit, de la même manière qu'on va enlever, plutôt éplucher, enlever les pépins, voilà, pour qu'il y ait le moins d'irritation possible pour le tube digestif. Mais si dans les périodes où tout va bien, où le tube digestif est en forme, moi j'invite vraiment à manger du cru et du cuit pour apporter justement les éléments bénéfiques, vitamines, fibres et même l'aspect pour le microbiote du cru est intéressant aussi par rapport au cuit. Donc voilà, c'est bien d'avoir les deux dans son assiette. Mais pour les personnes qui ont vraiment très mal au ventre et qui peuvent manger très peu de cru, peut-être que les fruits crus peuvent être un peu plus digestes que les légumes. Vous pouvez aussi assaisonner vos crudités.
si vous faites une salade de carottes râpées et que vous faites la sauce, un jus de citron, un filet d'huile d'olive et de colza, et puis vous la mangez pas instantanément, vous la laissez un peu cuire, entre guillemets, dans le jus de citron et l'huile, ça va améliorer aussi. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la mastication. Bien sûr, tous les produits crus sont plus durs à mastiquer. J'en ai pas parlé, mais dans l'alimentation, toutes les personnes qui ont des problèmes de dents, ce qui est fréquent hein, quand on avance aussi dans l'âge, eh ben, ce sont des choses à prendre en compte. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dumont, pour toutes ces informations, j'allais dire très concrètes, très, très pratiques, qui vont être utiles à nos membres au quotidien. On a encore beaucoup de questions qui sont très, très intéressantes, mais malheureusement, le temps file et puis il faut qu'on prépare la conférence suivante, enfin, l'atelier suivant. Mais nous gardons toutes les questions de nos internautes et puis nous y répondrons dans notre revue Polyarthrite Info. Il y a une rubrique alimentation dans chaque numéro. En attendant, nos internautes peuvent aussi retrouver des conseils sur l'alimentation dans notre brochure Polynutrition. Ils peuvent la commander sur la plateforme Internet du Salon dans la rubrique boutique librairie. Je voulais aussi ajouter que l'Association française des polyarthritiques a participé aux côtés des professionnels de la SFR à l'élaboration des recommandations et qu'il y avait une de nos patientes qui était justement présente pour apporter ce côté patient, qu'est-ce qu'ils attendent les patients et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir afin que ces recommandations soient vraiment très, très concrètes et adaptées, je veux dire, à ce qu'attendent aussi les malades et aux réponses que se posent les malades et auxquelles vous avez largement répondu cet après-midi. Donc, merci beaucoup. Merci Nous beaucoup. allons nous retrouver à 15h15 avec Isabelle Mante pour une séance découverte de la méditation. Merci à tous, à tout à l'heure.